que Nathalie sera là, quoi. Hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live Webikeo, donc sur la transformation managériale au service de la vision et de la stratégie de l'entreprise. J'ai le plaisir de vous accueillir donc dans ce rendez-vous. Merci beaucoup d'être là. On va passer une heure ensemble à explorer une approche, une méthode, et puis à partager un cas très concret dont on va échanger, et puis dont va nous parler Emmanuel dans un instant. Alors donc cette masterclass est dédiée à la transformation managériale, au service du déploiement de vos stratégies, de vos projets, et au service de la performance finalement des organisations. On sait que les managers jouent un rôle clé dans la réussite de l'implémentation, du déploiement stratégique. Et la question, c'est comment faire durablement évoluer les pratiques, les méthodes, les approches, les relations au sein de l'organisation de façon pérenne pour rester aligné avec une orientation stratégique généralement impulsée par la direction générale. Donc bienvenue pour ce rendez-vous. Alors, je vais vous présenter rapidement l'agenda. Voilà, donc on va faire un petit tour d'écran et poser quelques éléments de contexte. Et puis Thierry nous parlera des fondements pédagogiques du Grand 8, qui est l'approche dont on va parler aujourd'hui et qui a été l'objet du cas avec l'entreprise Murex. Et puis moi j'aborderai un petit peu quelques leviers de coopération avec nos partenaires et puis les principes actifs qui innervent un petit peu la méthodologie qu'on a développée durant une petite dizaine d'années maintenant. Et puis on parlera du Grand 8, les hauts et les bas, les grandes peurs, les grandes montées, les grandes descentes qu'a fait Murex sur ce projet. Et puis on conclura, sachant que tout du long, avec plaisir pour prendre vos commentaires, vos questions, Adrien nous aidera sur ce volet. Voilà, alors peut-être on peut commencer. Écoute, Thierry, est-ce que tu veux lancer la balle et puis on avance. Merci Thomas, bonjour à tous, bienvenue. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette démarche qu'on a mise au point, en particulier avec Thomas à EM Lyon Business School et qu'on a réalisé concrètement, notamment chez Murex, et Emmanuel va pouvoir nous en parler. Donc moi je m'appelle Thierry Nadizic et je suis professeur enseignant-chercheur, professeur et docteur en comportement organisationnel à l'école de management EM Lyon Business School. Voilà. Et l'une de mes fonctions principales, c'est la direction de programmes sur mesure d'accompagnement à la transformation managériale dans des entreprises partenaires de l'EM Lyon. Merci beaucoup Thierry. Emmanuel, je te passe bien volontiers la main. Écoute. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc Emmanuel Grisot, je suis ravi de pouvoir partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Une expérience qui a été réalisée donc au sein de l'entreprise Murex. Murex, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la finance de marché, qui a vu un produit évoluer au cours des 30 dernières années et deux grosses phases de transformation initiées en 2016 pour que notre organisation soit à l'image de notre produit et celle de nos clients également. Et après avoir fait ces transformations organisationnelles, on s'est rendu compte qu'il y avait un point de développement en termes de leadership qui était nécessaire pour que l'organisation fonctionne, je veux dire, à plein régime ou du mieux qu'elle le peut. Et c'est dans ce cadre-là qu'est apparu le Grand 8. Merci beaucoup Emmanuel. Bon, tu as été une cheville ouvrière présent à toutes les étapes du projet, et puis tu as été participant toi-même, donc ce sera très intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Alors comme toujours, tes interventions se caractérisent par une humilité naturelle, mais il faut savoir que Murex est leader mondial sur son domaine. C'est une extraordinaire aventure franco-libanaise depuis 30 ans, et on a eu beaucoup de plaisir avec modestie d'accompagner sur 2 ans la communauté managériale de Murex. Donc Thomas Misselin en un mot, donc chef de projet et doctorant aujourd'hui à Dauphine en développement organisationnel. Et puis effectivement, c'est avec Thierry qu'on a pu déployer ce projet, et puis avec quelques autres personnes qu'on a monté cette méthode, cette approche, le Grand 8, dont on va parler tout de suite. Voilà. Alors, donc on l'a dit, on est là pour répondre à un besoin, à votre besoin, on l'espère, de développer une culture managériale qui est adaptée au contexte très changeant des organisations. Là, vous voyez un exemple de modèle de leadership cible, quelque part, qui fait partie intégrante de la méthode, qui est un exemple parmi d'autres. Alors, est-ce que Thierry, tu veux rebondir peut-être un petit peu sur la manière avec laquelle ce modèle est construit ? Oui, alors en quelques mots, simplement pour revenir au sens de ce qu'on fait,
dans une organisation, on peut voir ça comme un réseau de neurones. Vous savez qu'un neurone tout seul, il fait pas grand-chose, et que ce qui est intéressant dans un réseau de neurones ou dans une organisation, c'est les liens entre les neurones. Et le fait est que ce sont les managers intermédiaires dans une organisation qui ont ce rôle de faire du lien entre la direction générale, entre la stratégie, entre la vision et entre l'action sur le terrain, les collaborateurs. Et notre démarche vise à opérer une transformation de culture managériale, en particulier au service de ce lien que mettront en place les managers, donc entre la stratégie et l'action, et puis plus généralement entre toutes les personnes qui agissent dans l'organisation. Et donc, ça commence par mettre au point ce que Thomas a appelé, et ce qu'on appelle dans notre démarche, et ce que beaucoup de personnes appellent par ailleurs, un modèle managérial, c'est-à-dire une liste de macro-compétences qui permettent aux managers, lorsqu'ils les maîtrisent, de réaliser cette fonction de lien et de réaliser à la fois l'activation de l'énergie des salariés, à la fois la réalisation de la stratégie, et puis à la fois, on leur demande dans un certain nombre de cas aussi de participer à la construction de cette stratégie. Voilà. Donc là vous avez un modèle qui est présenté sur ce petit dessin, mais chaque entreprise a son modèle managérial spécifique. Et on en reparlera avec Emmanuel. Chez Murex, on avait ce qui avait été défini par l'entreprise elle-même, qui était un ensemble de besoins de développement. Ils avaient appelé ça les development needs. Et alors, on va parfois parler anglais. Excusez-nous, mais voilà. D'une part, en management, en leadership, on est beaucoup colonisé par les anglo-saxons. Bon, alors malheureusement, mais le fait est que c'est le cas. Et par ailleurs, Murex étant une entreprise mondiale, tout s'est déroulé en anglais. Donc, on a parfois des termes anglais qui vont sortir. Et on essaiera de les traduire quand c'est possible. Voilà. Dernier point. Donc, chaque entreprise a sa propre culture managériale, à sa propre stratégie, les deux devant être en synergie le plus possible, à ses propres compétences managériales avec les managers qui sont en place, qui sont une ressource forte. Et dans ce cadre-là, soit on aide et on accompagne l'organisation pour mettre au point ce modèle managérial, soit c'est elle qui le fait avant qu'on intervienne. Et là, en l'occurrence, quand on est intervenu chez Murex, ils avaient déjà bien avancé, ils avaient déjà bien réfléchi et ils avaient leurs 8 besoins de développement qu'ils ont appelés, qui étaient en gros les macro-compétences de leadership dont ils avaient besoin pour mettre en œuvre leur stratégie. Merci beaucoup Thierry. Alors le fait est que c'est vrai que là c'est un modèle un petit peu générique, un peu type qui est présenté sur la slide, mais ce sont aussi des éléments qu'on retrouve parfois au travers des différents partenaires qu'on a pu accompagner dans le temps depuis une petite décennie. Donc il y a des éléments partagés et puis des éléments spécifiques à chaque projet d'entreprise. Alors peut-être juste pour faire une petite prise de température là où vous êtes aujourd'hui et être en lien quelque part ensemble autour parce qu'on est vraiment là pour vous au final et apporter un certain nombre de billes, peut-être de réflexion et de vous donner quelques idées. Donc est-ce qu'éventuellement vous pouvez partager dans le chat là où vous en êtes aujourd'hui en termes de votre projet. Est-ce que vous avez un projet ? Est-ce que c'est dans le plan quinquennal, autrement dit, est-ce que c'est dans le moyen terme, dans le long terme, voire jamais? Est-ce que vous êtes venu par hasard, vous avez vu de la lumière? Ou alors, à l'autre extrême, il y a une urgence absolue, il y a une fusion qui est en cours, il y a une transformation importante du business model qui implique des évolutions de pratiques managériales sur le terrain pour le rendre possible, ce projet stratégique. Et là, du coup, vous êtes plutôt autour de 8, 9, 10, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat un petit peu là où vous en êtes sur les projets que vous avez en vue. Ça nous donnera aussi quelques éléments sur le degré d'urgence et la temporalité de votre projet de développement. Alors, n'hésitez pas également, si vous avez des commentaires ou des questions ou des remarques, à les mettre dans le chat. On les prendra au fur et à mesure pendant l'intervention. Ok, merci Christiane pour le relais. Et puis je rebondis sur ce que tu viens de dire Thierry. Pour le coup, Emmanuel, n'hésite pas à tout moment, vraiment en façon non scriptée, comme tu le sais, on apprécie beaucoup, en particulier en live. Si tu as des commentaires ou des réactions ou des apports, je pense que voilà, les participants qui sont là aujourd'hui sont là largement pour toi. Donc avec immense plaisir d'accueillir tes réflexions en direct.
Bah écoute Thierry, avec le même plaisir, je te passe la main pour aborder le premier grand 8 quelque part de la méthode, qui est celui des axes pédagogiques combinés qui donnent de la puissance à l'accompagnement de la transformation des comportements à laquelle tu faisais référence à l'instant. Merci Thomas. La démarche que nous avons mise au point, donc d'accompagnement à la transformation managériale d'une entreprise, c'est une démarche qu'on a appelée le Grand 8 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 8 axes pédagogiques. Il y avait aussi, on en reparlera tout à l'heure, 8 principes actifs. Il y avait aussi 8 leviers de coopération. On s'est dit, tiens, ça fonctionne bien. Et puis, vous allez voir, parfois, dans les entreprises qu'on accompagne, il y a aussi donc ce modèle managérial. Et il s'avère que il y a souvent entre 7 et 9 grands axes qui sont les grandes macro-compétences des leaders. Chez Murex, il y avait effectivement aussi 8 composantes du modèle managérial. Donc, voilà, on fait les 3-8, voire les 4-8. Alors, je vais vous présenter d'abord les 8 axes pédagogiques de notre démarche. Voilà. Elle s'organise en quatre dynamiques. C'est un moteur à 4 temps. Quand on veut transformer les compétences de leadership et de management des managers intermédiaires dans une organisation, on commence par insuffler ce qu'on appelle une vision. Voilà. Alors, ça peut avoir plein d'autres noms, hein, peu importe. On parle parfois de modèle mental, mais ce qui est important, c'est qu'on fixe une direction, que les personnes sentent où on va. On raconte une histoire et ça aide à embarquer les personnes dans une dynamique commune et collective. Donc, la vision, on la réalise avec 2 outils du Grand 8, avec deux axes pédagogiques qui sont premièrement ce qu'on appelle le kick-off, alors en français, la convention de lancement. Donc, c'est une journée où on réunit l'ensemble des managers de l'entreprise. Alors, lorsque, comme chez Murex, ils sont plutôt 650, on fait plusieurs kick-off, c'est-à-dire plusieurs conventions de lancement. Avec, en général, on essaie d'avoir 200 managers dans chaque convention de lancement. Et c'est une journée vraiment pas seulement rationnelle où on explique ce qu'on va faire, mais aussi émotionnelle. On parle au cœur, on parle à l'émotion, on parle à la relation. On fait en sorte que les personnes se rencontrent et se connaissent et commencent à travailler ensemble au service de leur propre développement. Voilà, donc, on a beaucoup d'exercices de mise en situation, toute une dynamique. Et la dynamique se passe d'ailleurs dans la salle et pas sur l'estrade. C'est vraiment une grande salle c'est comme le décollage d'une fusée. Voilà. Donc ça, c'est un moment important qui donne la vision. Voilà, pour l'ensemble du programme qui va durer 1 an, 2 ans. Donc, c'est important que tout le monde soit embarqué en même temps dans ce cadre de convention de lancement. Et le deuxième axe de la vision, c'est ce qu'on appelle le 360 apprenants. C'est-à-dire qu'on on met au point des questionnaires qui sont directement issus du modèle managérial de l'entreprise, qui sont spécifiques à l'entreprise. C'est un 360 qu'on construit exprès pour cette entreprise et qui va permettre à chaque manager d'avoir l'avis de ses collaborateurs, de ses clients, de ses partenaires, de son manager, sur l'ensemble des compétences qu'il est censé maîtriser à la fin du programme. Voilà. Et ça permet d'avoir une sorte de miroir. Où est-ce que j'en suis dans l'ensemble des macro-compétences qui sont les compétences du modèle managérial. Et ça permet au manager de se donner des objectifs. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Alors, c'est lui qui le fait. Il y a une liberté importante pour choisir où on va aller. Voilà. Donc ça, c'est la vision. Une fois qu'on a la vision, on passe à une deuxième étape, un deuxième temps du moteur, qui est la mise en expérimentation. C'est-à-dire qu'on va réunir par groupe de 10 l'ensemble des managers de l'entreprise et ils sont avec un coach sur des journées qui ne sont pas des journées de formation, qui sont des ateliers de pratique, qui sont des ateliers d'entraînement. La métaphore, c'est plutôt on est dans une piscine et on nage tous ensemble. On est vraiment en entraînement de compétences. Lorsqu'on donne un feedback, on s'entraîne à donner un feedback, par exemple. Voilà, donc, ces sessions il peut y en avoir entre 5 et 10 sur 1 an à 2 ans en fonction des organisations où on intervient, des besoins du programme. Mais voilà, c'est des sessions vraiment d'entraînement à des compétences de leadership concrètes. Voilà. Et bien sûr, comme il faut un petit peu de théorie, comme il faut un petit peu de prise de recul, comme il faut un petit peu de fond, on accompagne ça par du distanciel. Alors, le distanciel a plusieurs modalités. D'abord, il y a une plateforme où il y a énormément d'articles, de vidéos, de matériaux qui permettent de comprendre le sens de ce qu'on fait.
Il y a également des conférences et puis il y a également des mises en pratique. Hein, c'est-à-dire qu'on leur demande d'aller tester sur le terrain un certain nombre d'exercices. Voilà, donc tout ça, c'est le distanciel. Et voilà, ça, c'est le bloc expérimentation. Une fois qu'on a la vision et une fois qu'on a testé, expérimenté concrètement, on passe à une mise en pratique réelle sur le terrain. Voilà. Jusqu'à présent, on testait, on expérimentait. Là, on va vraiment mettre en pratique. Et pour la mise en pratique, alors bien sûr, chacun a son terrain, mais on a deux axes particuliers dans ce bloc qui est d'une part des projets. C'est-à-dire que les salariés, les managers vont s'engager chacun sur un projet, soit individuel, soit collectif, ça dépend des programmes qu'on met en place. Si c'est collectif, en général, c'est dans le cadre d'un groupe de pairs de 5 personnes, de 5 managers. Et c'est un projet à la fois au service de la rénovation stratégique de l'organisation, à la fois au service de son propre développement dans les axes de développement managérial qui ont été définis. Voilà. Par exemple, un manager peut décider qu'il va développer sa capacité à faire de l'empowerment. C'est un axe souvent qui est un axe de développement important pour l'entreprise. Et il va par exemple mettre en place un nouveau projet avec son équipe terrain en leur donnant une liberté d'action et en mettant un cadre compétences qu'il développe, qu'il travaille, qu'il s'entraîne à réaliser, sachant qu'il ne l'a pas encore complètement maîtrisé. Voilà. Et on a également un autre axe important dans la mise en pratique, c'est le groupe de pairs. Donc, les managers se réunissent dans un petit groupe de 5 personnes sur l'ensemble du programme, très régulièrement, avec ou sans coach. Et c'est notamment une occasion de s'entraîner entre eux après en parallèle au projet et après les expérimentations pendant les sessions et après avoir digéré tout ce qu'ils avaient à travailler online, ils s'entraînent entre eux pour vraiment s'assurer que l'ensemble des compétences qu'ils ont acquises sont devenues naturelles, spontanées, que ce sont des choses un peu plus fluides qu'ils peuvent mettre en place. Par exemple, comment faire, on l'a dit, comment créer de l'empowerment, comment donner un feedback, comment négocier de façon intégrative avec des pairs dans ce qu'on appelle une négociation gagnant-gagnant. Il y a un certain nombre de techniques qu'ils ont apprises, qu'ils ont acquises, qu'ils ont testées, et on les engage à continuer à les réaliser avec leur groupe de pairs. Et enfin, le partage. On prend du recul. Une fois qu'on a réalisé ces 3 premières étapes, sur le terrain également avec leurs équipes, donc ils pratiquent. Évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est qu'ils changent, non pas uniquement dans des expérimentations et dans des mises en pratique entre pairs, mais sur le terrain avec leurs équipes. Et là, ils sont prêts pour une prise de recul, pour une digestion, pour vraiment une intégration de l'ensemble des nouvelles compétences. Et cette intégration se fait par 2 axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le carnet de bord, ou le learning book en anglais. En français, c'est très bien aussi le carnet de bord. C'est un livre, c'est le livre personnel, le compagnon de chaque participant, de chaque manager, où il y a énormément d'informations, mais c'est surtout des informations qui leur permettent d'activer leur propre capacité à écrire sur l'expérience. Et on se rend compte qu'écrire sur l'expérience permet d'engranger de l'expérience. Il y a des grands dirigeants chez Apple, à une époque, John Sculley écrivait plein de petits carnets, parce que lui, il venait de chez PepsiCola, il connaissait rien à Apple, et il écrivait plein de petits carnets. Pendant 3 mois, il a écrit plein de petits carnets qui lui ont permis, en les relisant, en les mettant en forme, de comprendre son nouveau métier. Voilà. Donc, c'est par l'écriture qu'on arrive à vraiment digérer un certain nombre de nouvelles compétences. C'est des allers-retours entre théorie et pratique. Et l'écriture, ça permet de théoriser un petit peu ce qu'on a pratiqué. Et enfin, dernière étape, toujours dans ce partage et cette réflexivité, ce qu'on appelle le lift-off ou la convention d'envol. C'est-à-dire c'est à nouveau une grande journée qui sera une journée dans laquelle à nouveau tous les managers se réunissent et où on leur demande en horizontal entre eux de s'auto-certifier, c'est-à-dire de s'auto... alors, on ne va pas vous dérouler ici tout le processus, mais il y a un processus vraiment où chacun présente aux autres qui il est devenu. Et les autres lui font des retours. Et c'est ce qui permet à chacun d'être reconnu comme ayant réalisé un chemin par l'ensemble de ses pairs. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble des 4 grands temps de la démarche. Chaque grand temps, donc, ayant deux composantes qui sont les 2 composantes du grand 8, de l'un des axes du grand 8, l'axe des 8 axes pédagogiques. Merci beaucoup
Thierry, pour cette introduction sur l'articulation des 8 axes pédagogiques. Alors, vous l'aurez compris, on est sur une aventure pédagogique immersive. On propose finalement de vivre aux managers et aux leaders qui sont en développement pendant 8 à 10 mois, en fait, un véritable parcours de transformation. C'est pour ça qu'on quitte un peu le champ de la formation. On parle de coach, on parle d'accompagnant et on parle plutôt de transformation. Et dans ce type de projet, qui sont fondamentalement humains, où finalement les relations sont au cœur de ce qu'il est possible de faire dans une organisation, eh bien la relation partenariale avec l'entreprise, entre nous, toute l'équipe de coach, la direction pédagogique, l'accompagnement projet, etc., est très importante. Et donc on a conceptualisé, on a exploré, expérimenté d'ailleurs au cours des différentes années, 8 leviers de coopération partenariale au service du succès collectif d'un projet de transformation de comportement. Et donc on retrouve un certain nombre de ces leviers parce que on est vraiment très éloigné de la relation peut-être habituelle de prestation de service aux entreprises où voilà, on va aller vendre une prestation X ou Y et puis on la réalise et puis on quitte l'entreprise. Nous sommes tous finalement un peu tête, cœur, corps engagés ensemble dans ce projet de transformation et la capacité finalement des équipes projets, du comité de pilotage qui va accompagner la transformation parce qu'il y aura des surprises et donc accompagner l'évolution de cet organisme vivant, eh bien le caractère cohésif, le caractère vraiment d'équipe partenariale est un élément très important. Et donc sans aller forcément beaucoup plus dans le détail, sachez qu'il y a tout un tas de démarches qui sont prises pour être en proximité, en familiarité, en relation avec la direction générale, avec l'équipe projet, dont tu fais partie, Emmanuel. D'ailleurs, peut-être que tu veux dire un mot sur cette dimension partenariale avec le M Lyon. Je t'envoie la balle si tu veux. Oui, mais je peux dire quelque chose. Enfin, je peux que confirmer la dimension partenaire. Et je pense que c'est un des éléments clés de ce genre de transformation parce que ça peut pas se faire à la place de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait ensemble pour que ça porte. Et même ensemble, c'est pas tous les jours facile et on sait que ça passe par des phases qui sont plus ou moins avec une adoption, on va dire, qui est variable. Mais du coup, ce partenariat, il est absolument clé pour moi dans la réussite d'un projet de ce genre. Alors en l'occurrence, merci beaucoup Emmanuel, en l'occurrence toi et d'autres membres, Nathalie, Laurence, Alida, Zach, maintenant j'ai commencé la liste, il faut que j'oublie personne, dans la core team, faisaient partie également du parcours de cette aventure immersive, ce qui reliait encore plus, quelque part, on n'est pas à côté, l'équipe projet n'est pas au-dessus, elle est complètement dedans et elle est ensemble. Et par certains côtés d'ailleurs, c'est assez intéressant d'observer, mais pour partager une anecdote personnelle, j'ai parfois l'impression qu'avec les partenaires, on est davantage en proximité et davantage en interdépendance qu'à la limite les équipes formelles à laquelle j'appartiens en interne du côté de l'EM Lyon ou ailleurs. Parce que effectivement, on est en co-réalisation, en co-construction, en copilotage, et donc on réussit ou on rate des étapes ensemble. Et donc évidemment, on se donne tous les moyens pour réussir ces étapes d'accompagnement. Donc ça, c'est un deuxième grand 8. Un troisième consiste dans les principes actifs. Alors, je prends 2 minutes pour aborder le sujet. L'idée, c'est que des projets de ce type vivent sur la base de principes d'action qui sont partagés avec l'équipe, avec le partenaire, avec les coachs, les traîneurs, et qui donnent une armature, on va dire, expérientielle, cohérente dans le temps au service de la transformation. Et donc, on a conceptualisé certains de ces principes, certains qui peuvent être assez connus, la temporalité par exemple. On va se donner le temps d'accompagner la transformation. On sait que changer ses habitudes, développer de nouvelles pratiques, développer de nouvelles manières d'interagir avec les autres, eh bien, est un chemin qui prend du temps. Développer de nouvelles habitudes ne se fait pas du jour au lendemain, même si on a décidé de le faire. Et donc, on se donne le temps de la mise en pratique, de l'expérimentation, de la réflexivité, comme on l'a vu tout à l'heure, de la nouvelle expérimentation et progressivement de l'ancrage. Donc typiquement, se donner temps de bien faire les choses, et typiquement le projet d'accompagnement de près de 800 managers chez Murex a pris 2 ans.
Donc c'est 2 ans de réalisation, de co-réalisation dans le temps, en plusieurs, on le verra, en plusieurs vagues managériales. Et puis on essaye le plus possible de vivre, par exemple, par le principe de cohérence. On le sait, le monde est de plus en plus complexe, de plus en plus rapide. On ne sait pas, il y a plein d'incertitudes, il y a plein de choix, plein de priorités que l'on peut faire pour avancer au service des clients, avec l'environnement économique que l'on connaît, avec des environnements même géopolitiques qui viennent impacter nos activités. Et donc un projet de ce type d'accompagnement à la transformation se doit d'être très cohérent par rapport à la stratégie de l'organisation, cohérent par rapport aux messages qui sont envoyés continuellement par la direction générale et les différents acteurs de l'organisation, et cohérent en interne. On va, dans le cadre du programme, on va garder une ligne de conduite. On va dire ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et c'est une exigence, quelque part, au service de la transformation. Et lorsque les managers, les leaders qui sont sur un chemin comprennent, intègrent, voient, observent au quotidien qu'il y a vraiment une cohérence de l'action entre la parole et l'action, ça rassure et ça donne envie, ça donne de l'énergie. Donc c'est considéré comme étant un principe d'action, un principe actif extrêmement important sur ce type de dispositifs qui par ailleurs sont ambitieux. On en voit d'autres, la liberté, Thierry, tu l'évoquais tout à l'heure, l'authenticité, la co-construction, voilà des principes qui font la part belle finalement à l'acteur. On ne va pas considérer en posture de sachant que les managers, les leaders ne savent rien et qu'ils ce sont des seaux qu'il s'agit de remplir, etc. On va davantage les considérer comme étant des partenaires, comme étant déjà des leaders, déjà des managers avec beaucoup d'expérience et qu'on accompagne sur une étape de leur vie professionnelle de transformation. Et donc on leur donne toute liberté pour explorer, déterminer leurs propres objectifs, expérimenter dans les contextes qu'ils souhaitent et quelque part co-construire leur aventure de transformation alignée et en cohérence, on y revient, avec la stratégie de l'organisation. Et donc c'est à ces conditions que l'on observe en fait un engagement, beaucoup d'énergie, beaucoup d'activation d'énergie, beaucoup d'envie et un impact plus important, plus conséquent sur le terrain. Voilà, donc le troisième grand 8. Vous avez les 3-8. Exactement. Maintenant que vous avez les 3-8, on peut vous présenter, on peut faire entrer peut-être les commentaires et les réactions. On avait Christiane qui nous disait qu'elle n'avait pas de projet spécifique, mais elle était curieuse du sujet. On avait Barbara qui nous dit qu'elle est dans une petite ONG de 34 personnes et qu'elle est à 8 sur 10 sur le schéma que tu as présenté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle a besoin de revoir son modèle économique et son modèle managérial. On a Isabelle qui se pose des questions sur l'adaptation du management aux transformations, notamment hybrides, que l'organisation met en place. On avait également Philippe qui accueille, qui manage au quotidien des zones en alternance dans de nombreux domaines. Et la difficulté, c'est qu'il découvre tout en même temps, la vie d'entreprise, les compétences, etc. Donc voilà, on a plusieurs situations des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Et là, vous avez eu les 3-8 et n'hésitez pas à dire en quoi est-ce que ça vous permet d'approfondir votre réflexion ou au contraire de continuer votre questionnement. Merci beaucoup Thierry effectivement de faire le porte-voix des contributions et effectivement n'hésitez pas à contribuer tout du long. Alors simplement pour clore sur les 3-8 et sur l'esprit quelque part de l'approche grand 8 en général, on est très loin de ce qui est sur la photo, c'est-à-dire finalement l'incarnation peut-être d'une star, d'un sachant, de quelqu'un qui a la vision et qui fait tout, qui sait tout bien faire. On est bien davantage sur une expérimentation collective, sur des échanges, sur des dialogues, sur de la transformation par petits pas, par point de contact avec les autres, par écoute, par beaucoup d'attention, par des questions puissantes et par autant de inquiry que de advocacy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire autant de choses qu'on porte et autant de choses que l'on accueille, que les autres peuvent nous apprendre tout au long de cette aventure. Alors on espère en tout cas, et encore une fois n'hésitez pas sur les commentaires à partager questionnements ou interrogations sur différents points, mais je crois qu'on est vraiment bien pour entamer un peu de façon plus précise le partage d'expérience que tu vas pouvoir contribuer, Emmanuel, pour les participants ici. Et donc, est-ce que tu veux donner quelques éléments de contexte peut-être plus précis par rapport au projet et à l'ambition ? Oui, enfin, en tout cas, avec plaisir. Donc, on parle tout à l'heure, tu disais 2 ans, Thomas, en fait, on parle de 2 ans et demi depuis le début, le lancement du projet, et puis aujourd'hui, parce ça a commencé par une phase de sélection de partenaires, justement.
phase de sélection pour répondre à un besoin qui est, que je pourrais décrire comme une anticipation de ce qui allait aider l'entreprise. Demande qui venait de la direction et qui était elle-même une sorte de partage d'expérience des zones de friction expérimentées sur lesquelles le développement du leadership pourrait améliorer de façon très très high level l'efficacité de l'entreprise. Donc on a eu une demande qui s'est transformée en appel d'offres pour justement répondre à ce Leadership and Learning Development Programme. Et la sélection, elle a 2 ans en fait. C'est-à-dire que le choix de Lyon, ça s'est fait en fin d'année 2021 en fait. Et entre cette sélection et le démarrage du programme que vous voyez sur ce slide en avril 2022, finalement c'est allé assez vite. Quand je dis c'est allé assez vite, Thomas et Thierry vous ont présenté quelque chose qui est déjà robuste, qui est déjà défini, mais comme ils l'ont dit aussi, qui s'adapte finalement au contexte dans lequel c'est déployé. Et donc le déploiement en 4 mois sur un contexte dans lequel il y a des besoins de développement identifiés, un référentiel de compétences comportementales existants et une intégration par rapport au grand 8, finalement c'est assez rapide. Alors pour décrire un petit peu la vision globale de ce programme, on avait donc une invitation par la direction à développer le leadership dans l'entreprise. C'est pas juste une invitation, c'est une implication tout au long du programme. C'est-à-dire que c'est des rendez-vous tous les mois pendant le programme des CEO de la société. Le programme, il a été pensé avec une phase dite pilote qui s'adressait au leadership group, un terme chez nous. Donc ça regroupait une centaine de managers ou leaders sur une durée d'1 an, puisque ça s'est passé environ 1 an, ça s'est passé entre avril 2022 et ça s'est terminé en février 2023. Et en février 2023, fin janvier pour la première vague et mi-février pour la troisième, on a 3 vagues de 250 managers et leaders qui ont été initiés pour compléter finalement le développement du leadership dans l'entreprise de façon la plus large possible. C'est-à-dire qu'au total, on parle ici d'environ 1/3 de l'entreprise qui a participé à ce programme. 1/3 de l'entreprise qui participe à ce programme avec une hypothèse de travail très forte sur le fait que en ayant un rôle modeling dans l'entreprise de la part de l'immense majorité des managers et des leaders, ça permettrait de rayonner ou de cascader dans toute l'entreprise. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2023 pour ces 750 managers et ce qui s'est terminé entre octobre et novembre. Alors, je vais revenir sur un petit point de détail, mais les conventions de lancement ont toutes eu lieu à Paris. Et quand je vous dis ont eu lieu à Paris, c'est parce que il y avait 20 bureaux différents qui participaient à ce programme chez Murex. C'est-à-dire que ça allait du Chili au Japon, en passant par 3 grandes régions, Amérique, Europe, Middle East et APAC, donc Asie-Pacifique. Et donc 20 bureaux qui sont retrouvés à Paris pour les conventions de lancement. Et les conventions d'envoi, elles, ont été déclinées sur 3 sites. Une convention d'envoi pour Amer, 2 conventions d'envoi en IMIA et une convention d'envoi en APAC. Donc tout ça s'est terminé très récemment en fait. On était encore ensemble en voyage avec Thomas et Thierry il y a quelques semaines. Mais en fait, quand je dis ça s'est terminé, c'est un peu la beauté de la chose, c'est quand il n'y a rien qui s'est terminé en fait. Tout commence. Et l'enjeu, il est aussi important, ou même plus maintenant, qu'au démarrage du programme. Donc, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure en fonction de vos questions. Mais ce qu'il faut bien voir quand on se lance dans un programme de ce genre, c'est qu'on ne se lance pas pour un programme à durée déterminée, en fait. C'est une transformation initiée sans limite dans le temps. Donc, voilà, il n'y a pas de date de péremption ou de date de validité sur ce genre de programme. Et je pense que c'est un point important à avoir en tête. Super, merci beaucoup Emmanuel pour ce topo effectivement global. À noter que il y avait une très forte ambition. On peut le rappeler d'un point de vue même stratégique, c'est-à-dire que l'organisation avait transformé sa structure.
il y a déjà quelques années pour passer en mode plus matriciel en termes d'organisation. Et l'idée peut-être de ce projet était finalement d'habiter cette matrice et de la faire vivre et d'en tirer le maximum de potentiel. Et c'est là où on parle d'ailleurs de transformation dans le temps. Et on peut se pencher un petit peu sur les besoins spécifiques de développement dans ce contexte qui avait été identifié par la direction générale. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas, c'est ce que j'ai essayé de mentionner en introduction. Le fait de transformer une organisation, de changer l'organisation d'une entreprise, n'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire que le fait d'avoir la bonne organisation laisse quand même une marge de manœuvre significative en fonction de l'aisance des personnes dans cette organisation et de leur capacité à la faire vivre. Et donc, pour nous, chez Murex, cette introduction d'un modèle matriciel entre 2016 et 2020, en fait. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut se replacer parce qu'effectivement, l'orientation stratégique souhaitée, c'était comment faire fonctionner cette société encore mieux que ce qu'elle fonctionne aujourd'hui après ces modifications d'organisation. Mais on peut le lire aussi avec un regard plus critique en se disant « Ok, c'est pas parce que l'organisation a changé que les gens ont adopté des comportements adaptés à la nouvelle organisation. » Et c'est exactement dans ce cadre-là que s'inscrivent les besoins de développement que vous avez sous les yeux. Donc ces besoins de développement, c'est ce qui, d'une façon ou d'une autre, était une opportunité ou au contraire un frein au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc vous avez, ça va des compétences managériales dans le premier besoin de développement identifié, à, je vais dire, tout un lot de compétences comportementales visant à une interaction qui soit à la fois plus fluide, plus rapide et plus efficace. Et qui se décline, là vous le voyez, c'est les façons dont ça a été rédigé chez nous. Et ça, c'est les besoins de développement qui s'appuient eux-mêmes sur un référentiel de compétences comportementales et qui ont été traduits en termes de modules dans le cadre du programme qu'on a fait avec Thomas et Thierry. Tout ça pour avoir un canevas le plus cohérent possible à tous les niveaux à la fois de l'organisation et du développement du leadership, en fait. Alors, on a aussi une intervention de Caroline qui nous dit que son enjeu à elle, c'est d'accompagner la communauté des leaders, 60 personnes pour 4500 collaborateurs, pour accompagner la transformation stratégique et l'évolution du modèle de leadership en cours, pour incarner et diffuser les nouvelles pratiques auprès des managers de proximité. Alors là, effectivement, nous, ce qu'on vous présente aujourd'hui avec le cas qu'on a mis en place chez Murex depuis 2 ans et demi, c'est une transformation dans laquelle l'ensemble de tous les managers font partie du programme. Maintenant, l'entreprise est systémique et en tant que système, on peut toucher la transformation à partir de différents éléments. Et là, en l'occurrence, on peut effectivement, comme le fait Caroline, se contenter de travailler les 60 leaders en espérant après des effets d'entraînement. Voilà, c'est une autre méthode que celle qu'on a appliquée chez Murex. Thierry, si je peux me permettre, dans l'idée, c'est un peu ce qui s'est passé avec le leadership group. C'est-à-dire que le leadership group, pour nous, ça correspond sans doute à cette population-là. Murex, ça fait 3200 personnes. Il y avait, j'ai dit, une petite centaine de leaders dans la partie leadership group. Ce qui est un peu différent dans l'approche qu'on a adoptée, nous, c'est que cette vague-là, elle a été suivie par 3 vagues successives qui ont démarré entre janvier et février 2023, de tous les managers dont tu parles, Thierry. Mais ce que je retrouve de particulièrement frappant et commun, c'est l'incarnation des comportements recherchés. C'est-à-dire que l'incarnation des comportements recherchés, c'est ce qu'on demande au leadership group, c'est ce qu'on demande au management group, et c'est ça qui rayonne et cascade dans toute l'entreprise pour que finalement tout le monde en bénéficie. Donc, je dirais indépendamment de est-ce que ça se limite ou pas à un groupe de leaders, je pense que c'est exactement les mêmes fondements en termes de stratégie de déploiement dans l'entreprise, en fait.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, on a les 8 besoins. Alors, ça tombait sur 8. Hein. Enfin, je veux dire, entre nous, on peut se le dire. C'était pas du tout calculé, etc. C'est tombé vraiment par hasard. Mais comme quoi, il y a peut-être quelque chose du chiffre 8 dans les transformations de comportement, de posture managériale et de leadership dans les organisations. Mais au-delà du clin d'œil, ces 8 axes de développement, ce qu'on appelait des leadership skill sets, ont été déclinés dans le cadre du 360 apprenants auquel tu faisais référence tout à l'heure, Thierry, ont été déclinés en 57 comportements observables et ont donné lieu du coup à ce qu'on appelle a company-wide endeavor. Hein, c'était vraiment un programme qui a impliqué l'ensemble des 3000 plus collaborateurs pour partager leurs observations des comportements au quotidien des managers et des leaders avant le Grand 8, avant le LLDP, hein, donc le programme d'accompagnement, et les mêmes questions, les mêmes personnes, les mêmes observations après, avec l'idée, et on a observé d'ailleurs de l'évolution, mais avec l'idée de pouvoir effectivement se dire j'ai un retour collectif un peu objectivé, au-delà du sentiment que j'ai et des feedbacks que j'ai pu recevoir et des mises en pratique que j'ai pu réaliser, etc., sur le terrain pendant toute la période, j'ai un retour un peu objectivé sur la perception de mon environnement social, sur le chemin que j'ai parcouru. Et puis ça met un petit peu de pression positive hein, aussi, de se dire bon, il faut que je sois au niveau. On sait que l'être humain, c'est voilà un tout petit bâton, mais aussi des carottes entre guillemets. Voilà, donc de la pression, de l'émulation collective, de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller explorer de nouvelles pratiques. Et c'était pas évident hein, d'un point de vue interpersonnel. Il faut rester très très humble par rapport à ça. Donc accompagner ce cheminement au travers d'une mesure objectivée du chemin parcouru est également un point, me semble-t-il, intéressant à observer. Et en termes d'engagement des participants, ce que vient de dire Thomas me semble intéressant à souligner. Quand on parle de bâton et de carotte, c'est vraiment les personnes elles-mêmes qui décident d'utiliser le bâton ou la carotte pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche dans laquelle on met en place un environnement le plus favorable possible pour que les personnes s'engagent elles-mêmes au service de leurs propres objectifs de développement, qui seront en ligne avec les besoins de l'organisation, mais qui seront aussi en ligne avec leurs propres besoins de mûrissement, de maturation, pour grandir en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que manager, bien sûr, mais aussi à un niveau personnel. Donc, on fait en sorte vraiment qu'il y a une sorte d'engagement intrinsèque hein, au service de leur développement. Et on leur met à disposition un certain nombre d'outils dont ils s'emparent eux-mêmes pour construire leur propre bâton et leur propre carotte. Merci Thierry. Alors moi, n'hésitez pas encore une fois vraiment à partager questions, commentaires, réactions, doutes. Le scepticisme de bonne aloi est bienvenu ici. C'est de la co-construction, un co-construit ce rendez-vous pour vous. Moi, peut-être une question que je pourrais poser à Emmanuel et à toi Thierry, mais c'est finalement quels sont les facteurs clés de succès d'un projet de ce type qu'est-ce qui t'est apparu, qu'est-ce que tu as découvert ou redécouvert peut-être Emmanuel, ou qu'est-ce qu'on a appris en fait ensemble qui a pu soutenir l'action, ou au contraire qu'on a dû gérer finalement, et si on avait su un peu avant, on aurait pu prendre peut-être certaines mesures en avance de phase. Ouais. Alors, bon, on en a mentionné un déjà de critères de succès tout à l'heure, c'est le partenariat. C'est-à-dire que l'équipe de déploiement sur un projet de ce genre, si c'est pas un partenariat, à mon avis, ça va pas au bout. Juste pour le dire très simplement, parce qu'on rencontre forcément des difficultés. Et pourquoi on rencontre des difficultés? C'est assez logique et simple au fond. C'est que les gens changent, et les gens changent ou ne changent pas, ou essayent de ne pas changer parce qu'ils ne voient pas forcément pourquoi changer. Et ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental, c'est l'adhésion. Alors, nous, on dit du business au sens du métier, au projet et à sa raison d'être. Je pense que dans la préparation d'un programme de ce genre, c'est le point capital sur lequel je porterai mon attention si je devais le refaire demain. C'est quelque chose qui évolue au cours du temps et donc sur lequel il faut toujours avoir un œil. Et il faut se méfier d'une chose,
en tout cas dans notre contexte, c'est que on a tendance, et c'est peut-être un biais à la fois culturel et quasi génétique chez nous, on a tendance à entendre beaucoup plus ce qui ne va pas que ce qui va. Ce qui réserve de bonnes surprises, mais ce qui n'est pas forcément toujours facile au quotidien. Donc pour moi, pour résumer, les points clés, c'est l'adhésion business au sens de l'engagement initial, et ce qui s'est matérialisé par le support continu de la direction chez nous, mais qui doit se développer de façon plus large pour que le programme puisse vraiment prendre toute la dimension, apporter tout ce qu'il doit apporter. Le partenariat avec l'équipe projet au sens large, pour nous, c'était effectivement, tu l'as dit Thomas, mais c'était une équipe. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se voit toutes les semaines, donc c'est quelque chose qui est extrêmement régulier sur des sujets divers et variés, avec des accords et des désaccords, des stress et des moments de plaisir. Mais ça aussi, c'est une forme de grand 8. Et puis, la troisième chose, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure en termes de programme. Le terme de programme me dérange un tout petit peu dans le sens où on initie quelque chose, mais ça ne s'arrête pas avec la fin du programme. Donc là, sous les yeux, vous avez comment est-ce que ça s'est passé chez nous entre ce qu'on appelle Personal Leadership Profile, qui sont les 360 qu'ont mentionné Thierry et Thomas, les sessions, la session de lancement, d'envoi, et puis toutes les sessions intermédiaires qui étaient elles-mêmes supportées par notre plateforme de learning chez Murex, le carnet de bord dont parlait Thierry tout à l'heure, des conférences sur des sujets qui étaient liés à nos besoins de développement, les projets personnels autour du leadership qui étaient à la fois un espace d'expérimentation et aussi d'impact sur l'entreprise, les groupes de pairs, et puis un mail récurrent tous les lundis d'invitation à la pratique et à la réflexion sur cette pratique. Quand on voit ça, on se dit ok, alors donc à la fin du Lift-Off Convention, ça s'arrête, mais en fait pas du tout. Ça s'arrête pas du tout, ça commence en fait à ce moment-là. Donc voilà, juste pour vous donner ma perspective. Oui, alors j'ajouterais Merci juste Emmanuel, moi Thierry, oui, bien sûr. Ouais, j'ajouterais juste un mot sur le slide que vous êtes en train de voir, vous montre effectivement la logique générale temporelle. Et ça me semble aussi être un critère de réussite, c'est que l'ensemble des axes du Grand 8, des axes pédagogiques dont on a parlé tout à l'heure, se renforcent l'un l'autre en synergie et ils sont en action permanente. Et c'est ce qui fait que y a jamais de temps mort et chaque personne pendant 2 ans est complètement en immersion dans une expérience multimodale avec beaucoup d'axes différents. Voilà, il y a régulièrement, vous le voyez, des sessions. Il y a le MX Learn qui est la plateforme sur laquelle il y a énormément de contenu pour approfondir. On remplit son learning book régulièrement. On a des conférences. On a le projet sur lequel on travaille soit seul, soit avec son groupe. Il y a les groupes de pairs qui sont très réguliers également avec le coach. Il y a tous les lundis, comme l'a dit Emmanuel, une action à réaliser pour vraiment s'entraîner à une nouvelle compétence. Et cet ensemble fait que petit à petit, vous voyez, c'est la méthode des petits pas et c'est aussi ce qu'on appelle parfois la méthode du pied dans la porte. C'est-à-dire que petit à petit, même si au départ, vous n'êtes pas complètement dans la dynamique, il y a un moment où vous rentrez dedans. Alors, pas tout le monde, mais la grande majorité des personnes rentrent dans la dynamique par cet effet oui, c'est comme des nudges. Il y a un contexte, il y a un environnement, on design un environnement favorable pour que les personnes aient tous les moyens pour avancer et que petit à petit, l'envie vient, si elle n'était pas là au départ, elle vient petit à petit par l'action, par la répétition, par l'ouverture, par les possibilités d'échange, par le fait que on va se rendre compte que tout est libre et tout est bon pour soi parce qu'on peut choisir ce qui est bon pour nous et ce qui va nous être utile. Et juste un point, j'ai vu que Christiane nous dit merci pour ce séminaire, donc merci Christiane. Et Véronique également nous dit est-ce qu'on peut avoir un prix? Alors je vais laisser Thomas répondre, mais voilà, vous avez compris, tout ça est très sur mesure.
Merci Thierry. Moi, juste avant d'évoquer des éléments d'investissement, en fait, au-delà de prix, hein, c'est plutôt d'investissement. On investit sur du capital humain. Je crois qu'on est vraiment sur cette dynamique-là. Et on attend un retour. Hein. Enfin, d'ailleurs, on mesure, on pourra s'en reparler. Hein. On déploie toute une méthodologie en fait issue de l'approche de la philosophie Kirkpatrick pour évaluer l'impact réel, notamment avec le 360 amont-aval, quelque part. Ici, le PLP, Personal Leadership Profile. Bon, il y a une chose qui me semble un facteur clé quelque part qui me semble vraiment essentiel et qui est très humain dans un projet de ce type, c'est celui de l'exemplarité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le côté rôle modèle de l'environnement social et en particulier de l'environnement social vertical de chaque manager dans son chemin de transformation. Et pour le coup, Emmanuel d'ailleurs, c'était pas scripté au lancement du dispositif, mais en cours de route, on s'est rendu compte que cette exemplarité était un élément sur lequel il fallait pouvoir s'appuyer pour accompagner notamment la deuxième très grande vague d'accompagnement managérial en 2023. Et donc, on a co-construit, confère le principe actif de co-construction au sein de l'équipe projet, un rôle augmenté pour les leaders qui venaient de terminer leur parcours. Et ils ont joué un rôle de mentor et d'accompagnant pour les groupes de pairs autour des travaux, des projets, des managers sur la période 2023. Et ça, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout anticipé, c'était pas du tout organisé, pensé au départ. Mais c'est un besoin qui a émergé et une action qui a semblé pertinente, qui est passée entre les fourches codines quelque part de l'équipe projet, du copil, etc. Et qui ensuite a été déployée. Et en réalité, d'une certaine façon, les leaders qui étaient mentors des projets et de leurs collaborateurs qui étaient eux-mêmes managers et dans le programme, eh bien, continuaient leur parcours. C'était une façon de rester en fait très très connecté et très attentif et en proximité, en intimité, j'ai envie de dire, avec leur propre transformation et la transformation de leurs collaborateurs, eux-mêmes managers. Et donc c'est cette flexibilité dans le design et dans le déploiement du programme me semble être un des facteurs clés. Et effectivement, on part sur une aventure. Quelque part, l'équipe projet et le copil vit aussi son grand 8, avec des petites montées dans le wagonnet, etc. Et puis des grandes émotions lorsqu'on est en train de descendre, et puis des remontées et des célébrations. Et c'est aussi pour ça que l'image du grand 8 est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se fait peur. Mais parce qu'on est dans l'humain et dans le développement, et on fait confiance aux forces vives dans le cheminement, et on fait confiance sur la structure, quelque part, qui est proposée de l'aventure pédagogique immersive, pour faire émerger, donner envie, libérer les énergies. Et là du coup, il se passe des choses non scriptées, non prévues, et on les accueille en mode émergence, quoi. Voilà, donc l'implication, l'exemplarité, l'implication des leaders me semble important. Il nous reste 10 minutes et on a d'autres petites choses à vous présenter, mais on va prendre quand même les questions. Il y avait la question sur le prix et qui était effectivement un investissement, comme tu l'as dit, Thomas. Et il y a également deux questions pour Emmanuel. La première, c'est Emmanuel, pouvez-vous nous préciser la composition de l'équipe projet, notamment les acteurs internes, les membres exec, le sponsoring? Et il y a également une question de Fabienne sur les salariés réfractaires. Qu'est-ce qu'on fait avec les salariés réfractaires? Emmanuel, peut-être tu as des réponses sur ces deux points? Oui, tout à fait. Alors, l'équipe projet, je peux la présenter très rapidement parce que on l'avait choisi restreinte. Et on l'avait choisi restreinte pour avoir une équipe qui soit la plus agile possible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes, les personnes dont Thomas a mentionné le nom tout à l'heure, donc Nathalie, Alida, Zach, Laurence et moi. Et on était des représentants des fonctions principalement RH, learning de la société. Donc ça, c'est la partie Murex de cette équipe projet. Et évidemment, j'associe toute l'équipe EM Lyon puisqu'on a travaillé ensemble, encore une fois, toutes les semaines. Donc on peut voir une équipe étendue et une core team EM Lyon avec Thomas, Thierry, Axel, Roman. Et puis toute l'équipe de coach dans une espèce d'équipe un peu plus large. Ça, c'est pour ce qui était de la partie projet. En termes de sponsoring, le sponsoring, il était très clair chez Murex. C'était les CEO et notre directeur des ressources humaines groupe. Donc, les points réguliers avec les sponsors, donc les points mensuels, c'est des points qui impliquaient ces 3 personnes, Thomas et Thierry. Et puis ensuite, le point que Thomas a mentionné juste avant, je pense, rentre dans cette notion d'équipe élargie. C'est que sans l'adhésion business, en fait, ou sans le support, le role modeling, comme l'a dit Thomas, du business, attention, ça bouge doucement. Par contre, avec une curiosité de ces personnes, il y a quand même une invitation
à développer pour mieux fonctionner. Et donc, si on élargit l'équipe, eh ben, on peut l'élargir aux fonctions RH qui ont aidé à supporter la transformation dans un premier temps en impliquant le business, en allant s'intéresser au business pendant le programme, mais aussi à tous les leaders qui ont joué ces rôles de mentor, qui ont joué ces rôles de manager en s'intéressant à ce que les personnes expérimentaient pendant le programme. Donc voilà pour ce qui est de la composition de l'équipe interne. Pour ce qui est des membres des participants réfractaires ou des employés réfractaires, je me souviens plus du terme, peu importe, les salariés réfractaires, il y en a. Alors il y en a dans toutes si on regarde sur un arc-en-ciel, il y a vraiment toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est déjà trop compliqué de commencer en fait, ou qui trouvent ça absolument inutile. Et c'est ok. Et il y a des gens qui finissent pas le programme. Alors pas beaucoup, hein, mais c'est ok aussi. Parce qu'au fond, le développement du leadership, c'est pas quelque chose qui se fait sans effort, je veux dire. Donc, si les gens sont pas prêts à faire ces efforts ou considèrent qu'ils n'en ont pas besoin, et juste ça les engage eux, en fait. C'est un peu ce que disait Thomas en disant comment est-ce que les gens construisent leur parcours. Il y a des cas extrêmes, c'est le parcours, il n'existe pas. Pour vous donner une idée, sur 860 managers, on a dû avoir, je sais pas, entre 10 et 15 cas de ce genre. C'est très réduit comme expérience. Mais ce qu'on peut retrouver, c'est une forme de comportement réfractaire sur certains éléments du programme. Soit parce qu'ils sont très connus, soit parce qu'au contraire, ils ne sont pas du tout connus. C'est très connu, je suis beaucoup plus avancé que ça, je n'ai pas besoin de faire ce truc-là, c'est vraiment pas à mon niveau. Ou qu'est-ce que c'est que cette connerie? On est là pour bosser, pourquoi est-ce que vous nous faites expérimenter une méditation? On retrouve ça en permanence, en fait, mais finalement, ça dit beaucoup de choses à la fois des personnes et de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, c'est un point d'attention tout particulier. Pour vous expliquer à la fois là où on en est, mais comment est-ce qu'on a essayé tout au long du programme, en fait, d'améliorer en continu les choses. Ce qu'on fait pour la suite du programme chez Murex, c'est qu'on ne veut pas le définir par une équipe projet RH qui serait la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On veut que ce soit initié par le business lui-même. C'est-à-dire que le business nous dise voilà ce qui a le plus de valeur pour nous aujourd'hui. Donc on essaye constamment de se servir de l'apprentissage continu là en termes d'équipe projet, mais entre le leadership group et le management group, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Et entre deux sessions d'une même sur un même sujet, on a appliqué la même démarche aussi, d'améliorer ça de façon continue en fonction des besoins et de ce qu'on découvre. Donc voilà, les salariés réfractaires, il y en a, mais c'est pas forcément un problème en soi. Merci Emmanuel. En rebond sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui effectivement peut soulever des questions, je crois qu'on peut revenir au principe actif de liberté, qui en fait a un effet, en tout cas c'est notre conviction, a un effet positif en fait sur l'engagement des managers, des leaders, puisqu'ils ont effectivement le choix dès le début de ne pas s'engager, de ne pas avancer, de ne pas creuser. Et paradoxalement, cette liberté-là, finalement, ça donne envie. En plus, liberté, entreprise, on se dit, non, mais j'ai un contrat de travail, il y a une hiérarchie, il y a un lien de subordination, etc. Et en fait, non. Ce qu'on veut, c'est des leaders qui vont penser par eux-mêmes, qui vont prendre des initiatives, qui vont s'exposer, qui vont prendre des risques, qui vont sortir de leur zone de confort. Donc pour ça, on peut pas forcer les gens à se transformer. Ils sont acteurs pleins et entiers de leur propre développement. Et donc, on s'appuie sur le principe actif de liberté pour finalement, paradoxalement, stimuler l'envie des participants jusqu'au dernier jour. Et les participants, le principe là, c'est il n'est jamais trop tard. Ça peut être en convention d'envol, sur le dernier jour, il y a des 1-1, des lumières qui s'allument, entre guillemets, et tant mieux, et c'est ok. Donc merci. On arrive à la fin. Oui, absolument. Je voudrais juste pour répondre à la question, Cyril. Vas-y. Ouais, non, c'est juste très simplement. On va donner des ordres de grandeur de façon à ce que vous puissiez avoir en tête un peu ce que ça peut représenter. Et on va parler par personne. Je peux vous proposer entre 4 000 et 5 000 euros par personne pour l'ensemble de l'aventure. C'est un investissement
voilà, c'est à peu près ce type d'échelle. Ce qui finalement, quand on y pense 2 minutes, quand je vais faire une journée de formation en animer des réunions efficaces, j'en ai pour 1200, 1300, 1500 euros, juste pour une journée de formation. Donc là, ce dont on parle, c'est 10 mois d'un projet de transformation avec la complexité, avec l'accompagnement, avec un projet qui est déployé, etc. En réalité, voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur finalement dans le montant qui est associé. Alors ensuite, ce serait à Emmanuel de parler, bien sûr, parce que la facture lui est envoyée. Mais voilà, dans ces eaux-là. En tout cas, merci pour la question. Il y a aucun sujet. Peut-être un petit point juste pour mentionner que le Grand 8, la méthodologie, s'appuie à la fois sur une expérimentation auprès d'une douzaine de partenaires depuis 6-8 ans, bientôt 10 ans pour certains de ces partenaires, mais également sur la recherche en sciences sociales. Et ça a donné lieu, ces expérimentations autour du Grand 8 ont donné lieu à la publication d'un ouvrage publié par UGA et PUC, dont des publications académiques. Voici les partenaires qui ont osé faire le grand saut. Mais ça s'est bien passé, hein. Ils ont mis leur ceinture de sécurité, ça s'est passé tout à fait convenablement. Et non seulement ils ont survécu, mais on leur souhaite, ils ont réussi dans tout un tas de leurs projets. Et puis, ce programme a été également, cette approche a également été validée, entre guillemets, ou reconnue par le marché, donc au travers d'un certain nombre de trophées, d'awards nationaux ou internationaux. Voilà, nous restons, je pense on est au bout du timing. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, peut-être Thierry et Emmanuel, mais dans tous les cas de figure, on reste à votre disposition, puisqu'on est là pour vous, bien sûr, pour continuer les échanges, réagir, vous apporter des billes, partager encore des éléments d'expérience avec grand plaisir. Emmanuel, tu veux dire un petit mot peut-être? Juste, alors je vais laisser le dernier mot à Emmanuel, mais je voudrais juste dire un petit mot de conclusion. Un élément qui me semble important dans notre démarche, c'est que il y a une forme de métaphore. Il y a une forme on appelle ça parfois le processus parallèle ou le reflet systémique. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec les managers, c'est leur mettre en place un environnement favorable pour qu'ils grandissent, qu'ils se développent, qu'ils utilisent des nouvelles compétences de leadership. C'est exactement ce qu'on leur propose de faire ensuite comme style de leadership avec leurs propres salariés. C'est-à-dire d'apprendre à mettre en place un environnement favorable pour que les gens aient envie de donner plus d'eux-mêmes, de grandir, de faire mieux leur travail, de mieux se réaliser dans ce qu'ils ont à faire comme mission, de mieux s'exprimer, de mieux exprimer leurs besoins et également de développer leur sens critique pour avoir un apport constructif à l'environnement de travail. Toutes ces compétences qu'on fait en sorte de développer chez les participants, en métaphore, la manière dont on le fait, on espère aussi que ça va donner des idées aux participants pour qu'ils le fassent avec leurs propres équipes. Donc, c'est pas seulement le programme et son contenu, c'est aussi la manière dont il est mené qui, en lui-même, est un apport et un apprentissage. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Super, merci Thierry. Oui, je vais rebondir peut-être sur ce que tu dis Thierry, parce qu'il y a une autre façon de voir le programme. On l'a vu sous un angle très pédagogique et j'espère clair sur comment est-ce que c'est construit, comment est-ce que ça se déroule, qu'est-ce que ça apporte, comment ça adresse des besoins spécifiques. Mais il y a une façon un peu différente de regarder l'impact. Qui est tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Thierry. C'est qu'en fait, ce programme, c'est comme un facilitateur de libération d'énergie au service d'un projet d'entreprise. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est le nombre de choses qui sont mises en place et qui n'étaient pas prévues, en fait. C'est pas quelque chose qui fait partie du programme de savoir quel est l'impact d'un des projets personnels que quelqu'un a décidé dans son coin en pensant que ça l'aiderait à développer son leadership. Mais on voit ce que ça peut apporter et ça réveille une énergie latente, en fait. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai fait chez Murex. Donc, quelque part, non seulement ça permet aux gens d'acquérir un style de management ou de leadership qui est lié aux objectifs de l'entreprise, mais par ailleurs, ça me remet à disposition une énergie qui n'était pas forcément visible. Voilà.
Super, un grand merci du coup Emmanuel pour ta présence et pour ton temps. Un grand merci à chacun, chacune d'avoir participé, vous êtes intéressés à ce sujet et bien évidemment à disposition pour poursuivre les échanges. Merci Thierry bien sûr pour tes apports et cette direction pédagogique remarquable sur ce type de projet Grand 8. Et puis suite au prochain numéro. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas.